Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous apprendre quelque chose que je suis super bon à faire, c'est échouer vos projets. Et notamment comment échouer avec Apache Kafka, avec Brilio. Oui, c'est important de savoir échouer, pour être honnête. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste rapidement, très rapidement me présenter. Donc ça, c'est moi. C'est surtout moi il y a 10 ans. J'ai un peu changé, problèmes capillaires et autres, pas de problème. Et je suis un ingénieur pour la société qui s'appelle Confluent. Tiens, par curiosité, qui est-ce qui a déjà entendu parler de Confluent ici? Levez la main. Ah putain, il y a beaucoup de monde. C'est parce qu'on a un partenaire ici, c'est certainement pour ça. Donc, en fait, Confluent, c'est la société qui est derrière Apache Kafka. On développe, on maintient Apache Kafka, on vous permet d'avoir du support, on fait des formations, du service et des outils propriétaires. Et donc, vous le devinez, aujourd'hui, on va surtout parler de Kafka. Juste pour évaluer un peu le niveau, qui est-ce qui utilise ou va utiliser Apache Kafka? Levez la main encore une fois. Ah, une grande majorité, c'est bien. Pas tout le monde. Donc juste laissez-moi 5 minutes pour expliquer qu'est-ce que Apache Kafka. Donc Apache Kafka, c'est un système de log distribué. Tiens, on peut voir les slides ou... C'est important, je les utilise mes slides. Donc c'est un système de log distribué, c'est-à-dire c'est un peu comme un fichier qu'on append only. Tous les messages vont toujours à la fin et vous pouvez consommer, lire séquentiellement ce log. Mais en réalité, Apache Kafka, c'est un peu plus compliqué, et ce n'est pas juste un système de messaging, ça a quelques fonctionnalités beaucoup plus poussées. Par exemple, d'un point de vue technique, ça scale vraiment bien. On a des clients qui ont des pétabytes de données dans Kafka, et c'est des vrais use cases, il y a vraiment des gens qui ont des pétabytes de données, ce n'est pas juste du marketing. C'est très résilient aux fautes, c'est-à-dire que si un jour vous perdez une machine tombe, généralement, ce n'est pas un problème dans Kafka, le cluster va être résilient à ce type de problème, et d'un point de vue plus fonctionnel, ça propose des fonctionnalités bien plus avancées qu'un système de messaging classique, tel que ça sauvegarde les données sur disque, donc les données sont persistantes, sont stockées, et ça supporte des fonctionnalités bien plus avancées, telles qu'on a des compacted logs qui permettent d'utiliser Kafka comme une sorte de key value store, on a des transactions, on a la gestion de l'idempotence, etc., etc., etc. Donc Kafka, c'est pas juste un système de messaging, c'est ce qu'on appelle une plateforme de streaming, de gestion de données en temps réel. C'est-à-dire qu'au milieu, vous avez ce log qui est distribué, mais il y a tout un écosystème autour de ce log. Donc vous pouvez interagir avec ce log de manière très simple, avec les consommateurs ou des producteurs, qui sont des clients très bas niveau pour écrire ou consommer la donnée, mais vous pouvez y accéder également avec Kafka Connect pour intégrer Kafka, ce log, avec votre système de données, avec votre base de données, avec un système CDC, avec S3 ou autre. Et vous avez, et ce qui est le plus important, ce streaming engine tout en bas. Ce système de données, c'est un client plus poussé, c'est Kafka Streams, qui va vous permettre de faire de la manipulation de données. C'est-à-dire que vous pouvez faire des group by, vous pouvez faire de l'agrégation, vous pouvez faire des jointures, vous pouvez enrichir la donnée, etc., etc., etc. Donc Kafka, c'est pas juste un log, c'est juste un système qui a au centre ce log. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout ça. Aujourd'hui, on va juste parler du cœur d'Apache Kafka. Parce que tous les autres systèmes, Kafka Streams, Kafka Connect, s'appuient sur ce cœur et ce mécanisme simple. À savoir qu'on va parler du flot de données qui est assez simple, où on aura des producteurs, qui sont une application X ou Y, qui va produire des données et les envoyer dans Kafka. Ces données dans Kafka vont être stockées dans ce qu'on appelle des partitions. C'est ça qu'on a les logs, c'est là où les données sont stockées. Et on aura des consommateurs, qui vont être d'autres applications, qui vont consommer ces données-là. Donc on va juste parler de ce flot de données-là dans ces prochaines 40 minutes. Et ce flot de données, ça paraît assez simple en réalité. Pourquoi? Parce qu'on envoie juste des messages, ces messages vont à la fin, et on peut les lire. Donc ça paraît assez simple, et on peut se demander, qu'est-ce qui peut mal se passer? Et dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer, il y a beaucoup de choses à faire attention. Et ces points d'attention, ce n'est pas juste parce que Apache Kafka est mal développé ou est pas mature. Ces points d'attention, ce sont des points d'attention très classiques, parce que Apache Kafka, c'est un système de gestion de données, et vous avez toutes les problématiques et toute la complexité qui est liée au système de gestion de données. C'est-à-dire que les problématiques que vous avez dans Kafka, c'est des problématiques très similaires avec les problématiques que vous avez dans les systèmes de base de données, dans les autres systèmes de messaging ou autres. Et c'est juste des problématiques liées à la gestion de données de manière générale. Et donc, dans ma vie de tous les jours, ce que je fais bien sûr du développement, mais je passe énormément de temps avec nos clients. C'est-à-dire que je vais d'entreprise à entreprise, je parle avec les gens qui utilisent Apache Kafka, et j'essaye de s'assurer que leur projet soit une réussite, et j'essaye de voir et de faire de la conception des audits pour leur projet.
Et ce qu'on remarque, c'est qu'en réalité, la plupart des gens rencontrent les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on fait tous à peu près la même connerie, on a tous à peu près les mêmes réflexes. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces conneries, ces erreurs qui sont très fréquentes, que c'est très probable que vous avez déjà fait sans vous en rendre compte. Et le premier problème que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est juste les problèmes de durabilité de données. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous ne pensez pas à ce sujet-là, si vous n'avez pas pensé à la consistance et la durabilité de données, j'aime bien dire que vos données sont probablement pas durables et que le cluster ne fait pas exactement ce que vous voulez. Et ça, c'est pas que Apache Kafka, c'est n'importe quel système distribué. Donc ça veut dire que vous êtes un peu dans cette situation-là, où en cas de problème, tout ce que vous pouvez faire, c'est prier en disant « s'il vous plaît, rendez-moi mes données ». Oui, ça arrive. Et donc, c'est quelque chose qui est très important à savoir, c'est que dans les systèmes distribués, et notamment dans Apache Kafka, toute cette partie de durabilité, de consistance, elle n'est pas achevée via des écritures sur disque, elle est réalisée via la réplication de données. Donc s'il vous plaît, c'est très important, n'oubliez jamais de répliquer vos données, ne partez jamais en production avec juste une machine qui tourne Apache Kafka ou avec juste un facteur de réplication de 1. Donc ayez toujours un facteur de réplication supérieur à 1. Par exemple, vous pouvez avoir 3 machines, un facteur de réplication de 3, et ainsi tous vos messages, toutes vos données vont être répliquées sur chaque machine. Très bien. Vos leaders, donc les gens qui vont accepter les écritures, vont être partagés et distribués de manière équitable sur ces machines. Et avec ce type d'environnement, non seulement vous répliquez vos données, mais en plus, vous avez de la haute disponibilité. C'est-à-dire que vous perdez une machine, pas de problème. Ce qui va se passer derrière, de manière automatique, c'est que les leaders vont bouger sur les machines restantes en vie, et votre cluster va continuer de fonctionner proprement. Donc nickel. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vos données? Est-ce que vos données sont vraiment en sécurité? Est-ce que juste répliquer la donnée, c'est suffisant? En réalité, encore une fois, ça dépend. Et ça dépend notamment de votre configuration. Et quand vous travaillez dans un système distribué, quand vous pensez à des problématiques de durabilité et de consistance, la question qui est la plus importante, la question que vous devez vous poser, c'est tout simplement quand est-ce que le cluster, quand est-ce que le leader va me dire OK? Quand est-ce que le leader va me dire j'acknowledge ton message, maintenant tu peux continuer? Et par défaut, dans Apache Kafka, ce qu'il va faire, c'est que quand vous envoyez un message, ce message va automatiquement au leader. Ce leader va accepter ce message, le valider, il va l'écrire dans le file system cache, donc de la mémoire de la machine, et puis il va répondre directement au producteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de 1, que la donnée n'a pas encore été répliquée, donc c'est-à-dire que quand le leader vous répond « OK, j'ai traité ton message », en réalité, la donnée n'est pas présente sur les autres machines, et de 2, que la donnée n'est présente potentiellement sur aucun disque. Donc elle n'est pas sauvegardée de manière durable, parce qu'il y a seulement le disque qui permet d'aborder cette durabilité. Et donc, bien sûr, dans cette situation-là, si le leader tombe, comme la donnée n'est pas répliquée et qu'elle n'est pas durable, si le leader tombe, potentiellement on répond OK à une opération d'écriture, et puis vous perdez la donnée. Vous ne la verrez plus jamais. Et c'est triste, parce que perdre des données, c'est pas cool. Ça peut avoir des conséquences un peu néfastes. Et donc Kafka, en fait, il y a un paramètre qui est très très important, qui s'appelle axe. Tiens, par curiosité, qui est-ce qui avait déjà entendu parler de ce paramètre ici? Pas beaucoup de gens, beaucoup moins que ceux qui utilisent Kafka. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas axe, c'est critique. Apprenez-le. Axe, c'est le paramètre qui va permettre de demander à Kafka quand est-ce qu'il doit répondre à votre requête d'écriture. Et tout système distribué a un paramètre de cette façon-là. C'est-à-dire que vous faites du MongoDB, du Elasticsearch, du Cassandra, ils ont tous un équivalent de paramètres pour contrôler quand est-ce que le cluster va acknowledger. La valeur par défaut, axe 1, c'est très bien pour des problématiques de latence ou de performance. Ça veut dire que ça va être seulement validé sur le leader avant de répondre, mais ça apporte très peu de garanties en termes de durabilité. Et si dans votre application, vous avez besoin de plus de garanties en termes de durabilité, la valeur que vous voulez, en réalité, c'est AxAll. AxAll, ça veut tout simplement dire que quand on envoie une écriture au leader, le leader va attendre que cette donnée soit répliquée avant de répondre au client. Et donc, ainsi, quand vous avez l'acknowledgement, ainsi quand le serveur vous répond OK, vous êtes garanti que la donnée est répliquée et donc qu'elle est durable. Mais encore une fois, c'est en fait un peu plus compliqué. Pour la simple raison, c'est qu'il faut toujours un peu lire et comprendre exactement la définition
des paramètres qu'on utilise. Et par exemple, si on lit axe_all, on voit qu'en fait, ce all, ce tout, c'est la liste des in-sync réplicas, ce qu'on appelle des ISR. Cette liste-là, les ISR, ce sont en fait tous les serveurs que le leader considère en vie. Et cette liste est dynamique. C'est-à-dire que vous avez 3 brokers, pas de problème, vous pouvez envoyer des messages avec axe égale all. Vous perdez une machine, toujours pas de problème. Ce qui va se passer, c'est que ce 3e broker qui est tombé va être supprimé de la liste et vous pouvez encore envoyer des messages. Mais en fait, vous pouvez travailler, vous pouvez être dans une situation où vous n'avez qu'un seul broker. Et c'est-à-dire que vous pouvez quand même envoyer des messages avec axe égale all et ça va fonctionner dans ce cas-là. Et d'un point de vue de durabilité, c'est en fait quelque chose d'acceptable. Pourquoi? Parce que c'est seulement les nœuds qui font partie de cette liste, qui font partie des ISR, qui peuvent devenir leaders. Donc même si vous n'avez plus qu'un seul nœud en vie qui peut répondre au message avec axe égale all, d'un point de vue durabilité, d'un point de vue algorithmie, il n'y a pas de problème. Mais d'un point de vue plutôt logique, ça veut dire que potentiellement, on n'écrit que sur un seul disque, potentiellement on n'écrit que sur un seul data center, potentiellement on n'écrit que sur une seule machine. Et bien sûr, si on n'écrit que sur un seul disque, ce disque brûle, ce disque est corrompu, vous perdez le disque et vous n'avez plus de données. Et c'est encore une fois très triste parce que vous perdez de la donnée, en réalité. Et donc, il y a un deuxième paramètre très important à connaître qui s'appelle le min in sync replica. Tiens, par curiosité, encore une fois, qui a déjà entendu parler de ce paramètre? Ça diminue, ça diminue une dizaine de personnes. Donc ce min in sync replica, c'est un autre paramètre qui permet en fait, de définir le nombre minimum de réplications ou de brokers en vie que vous voulez avoir pour procéder au message. La valeur par défaut, c'est 1, mais vous pouvez l'augmenter. Par exemple, vous pouvez mettre 2. Ça veut dire qu'il faut au moins qu'il y ait 2 réplicas, 2 process de machines en vie pour pouvoir écrire des messages. Et donc si vous mettez axe_all et min ASR à 2 et qu'il n'y a qu'un seul broker en vie, cette fois-ci, le leader va dire gentiment excuse-moi, mais il n'y a pas assez de nœuds en vie pour répondre à tes requêtes d'écriture et pour répondre à tes besoins de durabilité. Et généralement, quand on parle de durabilité dans Apache Kafka, ce sont ces 2 paramètres qui sont les plus importants, qui sont axe et min ASR, min in sync replica. Si vous partez en production avec Apache Kafka, il est critique de bien les comprendre et il est critique de bien les choisir. Et il est important de se rappeler et de comprendre que les valeurs par défaut sont surtout optimisées pour la disponibilité et les performances de la plateforme. Si vous êtes dans une application ou dans une situation où les données sont critiques, où ils doivent être durables, il faut absolument changer ces valeurs par défaut. Par exemple, beaucoup de gens utilisent Kafka pour faire de la gestion de transactions financières. Les valeurs par défaut ne sont pas du tout adaptées à ce type d'application. Par contre, si vous faites juste de l'ingestion de logs, si vous faites de l'ingestion dans HDFS, oui, les valeurs par défaut sont très adaptées. Donc de manière générale, il faut juste comprendre. Et quand on parle de durabilité, pour les consommateurs, c'est en réalité beaucoup plus facile. Parce que là, on a surtout parlé des producteurs. Dans les consommateurs de données, c'est beaucoup plus facile pour une simple raison, c'est que les consommateurs ne peuvent lire seulement que les données qui ont été committées à cette liste de l'ISR. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on ait 10 messages, mais seulement les 6 premiers ont été répliqués à tous les serveurs de cette liste d'ISR. En fait, les consommateurs ne peuvent lire que ces 6 premiers messages. Donc ainsi, vous êtes garanti que vous ne pouvez pas lire un message qui va disparaître. Donc autant la durabilité au niveau des producteurs de données, c'est un peu l'enfer, mais au niveau des consommateurs, c'est très facile parce que vous êtes garanti que les données vont être totalement durables quand vous allez les consommer. Donc c'est juste très important de comprendre qu'est-ce que c'est que la durabilité, comment Kafka vous garantit la consistance et la durabilité des données, et de choisir le paramètre ou les paramètres les plus adaptés pour vous. Si vous ne choisissez pas les bons paramètres, c'est très probable que le cluster ne va pas se comporter comme vous l'attendez, malheureusement. Donc ça, c'est le premier problème que je voulais parler. Le deuxième problème que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un problème également très commun, c'est juste d'oublier de penser que dans la vie, dans l'environnement de production, ce n'est pas tous les jours tout rose. C'est-à-dire que quand on fait du développement, d'habitude on se concentre surtout sur le cas nominal, mais en réalité, en production, votre cluster va évoluer, vous allez faire des opérations de maintenance, vous allez avoir des problèmes, et en fait, si vous ne pensez pas à ces problèmes classiques, vous n'allez pas avoir de logique applicative pour gérer ces situations-là. C'est-à-dire que le jour où vous n'êtes pas dans un monde tout rose, où la maison est en feu, votre application va se comporter de manière totalement normale, et c'est peut-être pas ça le meilleur comportement.
par exemple, c'est très probable que si vous envoyez des messages à Kafka, au même moment que vous faites une opération de maintenance, parce que un jour ou un autre, vos DBA, vos ops vont faire des opérations de maintenance, ben, les machines vont redémarrer, qu'importe, pour une raison X ou Y, et les erreurs vont être remontées directement à Apache Kafka, et le comportement par défaut, en cas d'erreur transiente, par exemple le leader a bougé, c'est juste que toutes les exceptions sont remontées au client. C'est-à-dire que par défaut, dès qu'il y a un petit problème mineur, toutes ces exceptions, tous ces problèmes sont remontés au niveau applicatif, et c'est à vous de gérer ces problèmes transients. Ce qui peut être très très dur à gérer, pour être honnête. Et en fait, il y a quelques paramètres à savoir qui sont très critiques et très importants, juste parce qu'ils vont vous simplifier la vie. Et le premier paramètre que je voudrais parler très rapidement, c'est les retries. À savoir que les clients Kafka ont un système de retry automatique qui s'appelle retries, qui permet de manière automatique de réessayer un message en cas de problème. Donc par défaut, c'est désactivé, la valeur par défaut c'est 0, mais si vous augmentez cette valeur-là, si vous mettez un 1, 2, 3, 4 ou 5, ça va permettre au client, s'il détecte une erreur transiente, de réessayer cette requête. Ça veut dire qu'imaginons que vous avez votre producteur, encore une fois, le broker qui était le leader a eu un problème, il est actuellement en maintenance ou autre, il est mort, pas de problème. Actuellement, le leader a bougé sur l'autre broker, et cette fois-ci, le producteur avec les retries va automatiquement réessayer sur le nouveau leader et vous répondre OK. Donc ces retries, c'est juste un moyen très simple d'avoir un mécanisme out of the box qui est déjà développé pour réessayer un message en cas de problème transient. Et des problèmes transients, vous en allez en avoir tout le temps. Vous faites une opération de maintenance, vous démarrez une machine, tout ça, ce sont des problèmes transients. Donc ces retries, c'est super pratique. Et pour être honnête, la plupart des gens veulent utiliser des retries ou implémentent leur propre logique de retry. Donc au mieux de redévelopper la roue, utilisez les retries qui sont disponibles dans les clients out of the box. Mais ces retries, en fait, ouvrent la porte à d'autres problèmes. Les deux problèmes les plus classiques, ce sont les problèmes d'ordering, donc juste l'ordre des messages, et les problèmes de duplication de messages. Et c'est en fait logique. Pourquoi? Parce que quand vous avez un producteur qui envoie un message à une machine, cette machine peut gérer cette requête, par exemple écrire le message dans le fichier de log, et quand vous avez une erreur transiente, quand vous avez un timeout, quand vous avez un socket close, par exemple, ici vous avez un timeout, ça ne veut absolument rien dire sur l'état de votre requête. Quand vous avez un timeout d'un point de vue client, bah, ça veut juste dire j'ai envoyé cette requête et je ne sais pas quel est l'état. Donc quand vous avez une erreur transiente, potentiellement votre requête, par exemple ici l'envoi de message, a en fait été réalisé. Et le problème, bien sûr, c'est que si vous rejouez de manière automatique, bah, ça se trouve, vous allez renvoyer 2 fois le même message. C'est-à-dire que d'un point de vue applicatif, vous avez juste envoyé un message, votre callback a dit qu'il a envoyé un message, mais en réalité, dans votre queue, dans Kafka, ben, vous avez 2 messages. Vos messages ont été dupliqués. Et encore une fois, il y a un paramètre très pratique à connaître qui s'appelle Enable Idempotency, qui permet de gérer ce type de réessayage de manière automatique. Enable Idempotency, c'est un moyen simple de s'assurer que vous n'aurez pas de doublons. Comment ça marche? En fait, c'est assez simple. Quand vous envoyez un message, ça va associer une sorte de UUID à chaque message. Et si vous rejouez un message, il va rejouer ce message avec ce même UUID. Et ainsi, le broker va détecter j'ai déjà ce message-là avec ce UUID, donc je vais juste l'ignorer de manière silencieuse. Et donc, de manière générale, quand vous utilisez les retries, activez l'idempotency. Encore une fois, c'est juste un moyen simple de ne pas avoir de duplication de messages et au mieux de réinventer la roue, utilisez ça. Ça va juste vous simplifier la vie, c'est juste ça. Et en fait, ces paramètres que je dis, comme je vous le dis depuis le début, ça vous simplifie la vie, mais ça ne va pas vous permettre de ne pas avoir une vraie politique de 1, gestion d'erreurs, c'est-à-dire qu'il y aura quand même des exceptions à gérer, et de 2, ça ne va pas vous permettre d'échapper à développer des clients idempotents. Et en fait, ces 2 points, c'est 2 problèmes très classiques que je vois aussi tous les jours. Et donc, le premier problème que j'aimerais parler, c'est développer des clients idempotents. Et si vous ne faites pas des clients, des consommateurs idempotents, vous allez avoir des surprises en production. Donc, c'est très important de développer des clients idempotents, c'est-à-dire qu'ils sont capables de rejouer des messages de manière pérenne. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kafka propose plusieurs sémantiques de consommation. Et par défaut, vous êtes dans ce qu'on appelle du at least
once. C'est-à-dire que les messages vont être processés et vont être envoyés au consommateur une ou plusieurs fois, at least once. Il y a d'autres sémantiques possibles. Par exemple, vous pouvez faire du at most one, donc 0 ou une fois. Mais ce que la plupart des gens veulent, en réalité, quand ils font du processing, surtout du processing temps réel, c'est qu'ils veulent du exactly once. C'est-à-dire que tous les messages vont être processés ou traités seulement une fois. Et c'est possible dans Kafka, mais c'est possible avec une petite astérix. C'est possible avec condition. Et la plupart du temps, ce n'est pas possible, pour être honnête. Et c'est en fait, encore une fois, assez logique. Pourquoi? Parce que vous avez votre client, vous avez Kafka, et qu'est-ce qui va se passer dans le flot de données classique? C'est votre client va contacter Kafka pour récupérer les messages, il va traiter ces messages, il va appliquer son traitement business, il va peut-être contacter une autre base, appeler d'autres services, et de temps en temps, il va récupérer le prochain batch de messages. Et en fait, ce qui se passe automatiquement et dans votre dos, c'est que de temps en temps, le client dit à Kafka, ah, tiens, à propos, je suis application numéro X, et j'ai actuellement traité tous les messages jusqu'au message Y. C'est-à-dire que de temps en temps, on commit de manière synchrone cet offset pour notifier et pour stocker de manière durable que cette application a traité tous les messages jusqu'à ce message-là. Mais cela implique, et c'est là où c'est un peu la complexité, qu'il y aura toujours un lag, il y aura toujours un peu une différence. Il y aura une différence entre le dernier message connu qui a été traité, donc le dernier message connu qui a été traité, et le vrai dernier message traité. Que ça se trouve, vous avez fait un commit, vous avez dit, bah, j'ai actuellement traité les messages jusqu'au message 2, puis vous avez continué votre processing, et vous êtes actuellement au message numéro 6. Donc il y aura toujours ce lag-là, et bien sûr, le jour où vous avez un problème, par exemple vous perdez une machine, vous redéployez ou redémarrez une machine, ben on peut démarrer, mais on va redémarrer seulement du dernier message connu traité. Donc c'est-à-dire on ne va pas démarrer de l'offset numéro 6, on va redémarrer de l'offset numéro 2, parce que c'est le dernier message connu qu'on sait qui a été traité. Et cela implique que tous les messages entre le message numéro 2 et 6 vont être joués en fait 2 fois. Donc dû à ce commit, on est toujours un peu on a toujours un peu ce petit lag, et tous les messages peuvent être joués plusieurs fois. Et en fait, ce commit, cette gestion de l'offset, peut se faire manuellement. C'est-à-dire que dans notre bibliothèque, on a des méthodes pour committer de manière synchrone ou asynchrone cet offset-là. Et des fois, il y a des vrais cas d'utilisation où c'est super pratique de faire des commits. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà comprendre que même si vous pouvez committer vous-même votre offset, bah, ça ne va pas vous permettre de faire de l'exactly once. Vous êtes toujours dans du at least once, même si vous gérez vous-même votre offset, du moins dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours être dans cette situation où vous avez fait votre traitement métier et puis vous échouez avant de committer l'offset. C'est-à-dire que quand vous allez redémarrer, ben vous allez rejouer au minimum un message. Et l'autre problème qui est très classique quand on fait ce commit manuellement, c'est en fait ce commit, il est beaucoup plus coûteux que juste de récupérer un message. Et donc si vous faites du commit de manière très agressive, par exemple vous committez à chaque message que vous procédez, eh ben, c'est très probable que vous rajoutez une super surcharge à Kafka, et Kafka en fait, passe la plupart de son temps à gérer vos commits. Donc committer manuellement, il y a des vrais cas d'utilisation, et des fois ça fait sens, mais méfiez-vous, ça ne vous permet pas de faire de l'exactly once magiquement, et deux, c'est très facile de se louper et de rajouter une surcharge de 100% de CPU sur Kafka. Et d'une manière générale, ce que j'aime bien dire à mes clients et aux gens qui utilisent Apache Kafka, c'est juste que vous devez embrasser cette logique de at least one, vous devez l'accepter, juste parce que dans la réalité, c'est très probable qu'un message se fasse rejouer, et développer des clients idempotents, pour être honnête, c'est facile, c'est pas très compliqué de gérer cette idempotency, c'est juste relou, pour être honnête, développer des trucs idempotents, c'est un peu relou, et c'est aussi également très facile de se louper. C'est très dur à tester l'idempotency, et c'est très facile de ne pas bien faire. Et donc si vous êtes vraiment dans cette notion de exactly once, par exemple, vous faites de l'agrégation financière, vous faites du livre comptable, le plus simple, des fois, c'est de s'appuyer sur Kafka Streams. Pourquoi? Parce que Kafka Streams vous permet de faire de la manipulation de données et vous permet d'avoir des garanties en exactly once. C'est-à-dire que vous pouvez faire des group by, vous pouvez faire des compteurs, vous pouvez faire de l'agrégation, et c'est garanti que ce processing va être fait seulement une seule fois. Et en réalité, Kafka Streams, bah, ça s'appuie sur les mécanismes de transaction et de l'idempotence Apache Kafka. Donc des fois, c'est juste plus simple de gérer Kafka Streams, juste parce qu'en fait, vous avez besoin des exactly once, et vous n'avez pas envie de développer cette notion d'idempotence vous-même. Et le deuxième problème classique que je voulais vous parler, qui est un peu la suite,
c'est encore ce manque de gestion d'erreurs. Parce que dans la réalité, vous allez avoir des exceptions. Vous n'allez pas y échapper, malheureusement. Vous allez recevoir des exceptions à plusieurs niveaux de votre application. Parce qu'on travaille dans un système distribué, donc c'est très probable que vous ayez des problèmes à la fois au niveau de production de données, ou dans Kafka même, voire au niveau des consommateurs. C'est juste une question de temps avant que vous ayez des problèmes. Et ce jeu de problèmes peut être très vaste, il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. Néanmoins, il y a 2 erreurs qui sont les plus courantes. C'est ce que je vois dans tous les jours chez à peu près tous les clients, et ils ont tous été exposés à ce problème-là. Le premier problème, c'est juste qu'un message, pour une raison X ou Y, ne peut pas être traité. C'est-à-dire, vous êtes un consommateur, vous prenez des messages, puis vous avez une logique métier, vous appelez des web services ou autres, et ce message X, il ne passe pas. Ça arrive, voilà, ce message, il ne passe pas, il faut le gérer. Autre problème très classique et très important à gérer, c'est juste que le message n'a pas la forme, le modèle que vous attendez. Peut-être que vous attendiez à avoir du JSON, et là, pour une raison X ou Y, ce message, en fait, ce n'est pas du JSON, quelqu'un l'a mal poussé, une autre application l'a poussé, donc vous n'arrivez pas à le sérialiser ou le désérialiser proprement. Et pour gérer ces problèmes-là, il y a plusieurs stratégies classiques, plusieurs patterns de gestion d'erreurs. Le premier pattern, c'est juste de réessayer. Par exemple, vous pouvez dire, je vais réessayer 5 fois, et entre chaque essai, je vais attendre 1 minute ou 100 millisecondes, ou encore, vous pouvez essayer de manière indéfinie. Des fois, c'est acceptable en disant, je vais bloquer mon application, et je vais réessayer jusqu'au jour où mon cluster revient en vie, et où ça passe correctement. Autre stratégie très commune, c'est juste d'avoir ce qu'on appelle des dead letter queues. C'est-à-dire que quand vous allez envoyer des messages, si ce message ne passe pas, ou si votre consommation de messages ne passe pas, vous allez l'écrire dans un autre topic, dans ce qu'on appelle les dead letter queues, et puis vous allez avoir un autre processus ou un script qui va gérer cette dead letter queue. Et des fois, cette dead letter queue est même gérée directement par des humains qui vont lire ce message et essayer de comprendre pourquoi c'est pas passé. Et la dernière stratégie très commune, c'est juste d'ignorer. Certaines applications acceptent de perdre des données, donc des fois, juste ignorer et continuer, c'est un comportement adéquat. Par exemple, si vous faites de l'ingestion de log, il n'y a pas trop de problèmes à se poser. Mais d'une manière générale, il n'y a pas une solution magique qui s'applique dans tous les cas d'utilisation. Si je dois définir une situation, on va dire une gestion d'erreur très classique, c'est un mix de retry et de dead letter queue. C'est ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire que quand il y a un truc qui se passe mal, ils vont réessayer 5 fois, et si ça n'a pas passé après 5 fois, qui est juste un nombre arbitraire, alors il va le mettre dans une dead letter queue qui va être gérée par un processus différent ou par une équipe différente. Donc le plus important, c'est vraiment d'avoir ou de penser à une stratégie de gestion d'exception. Si vous voulez plus d'informations sur ce topic-là, sur la gestion d'exception, sachez que Uber, qui utilise massivement Apache Kafka, a fait un super article qui explique comment il gère les erreurs. Donc c'est sur le site, c'est sur le blog de Uber, donc hung.uber.com, ça s'appelle Reliable Reprocessing, et donc ils expliquent comment ils gèrent les problèmes dans Apache Kafka. C'est vraiment un super article. Un peu daté, pour être honnête, mais super article. Et l'autre problème que je voulais vous parler, du moins point de vue dev et architecture, c'est le manque de gouvernance de données. Pour la simple raison, c'est que dans votre boîte, dans votre application, il va falloir travailler en équipe. Et il va falloir également travailler avec d'autres équipes, généralement. Et c'est juste une question de temps, quand vous utilisez Apache Kafka, avant d'arriver à ce genre de situation où vous avez une application qui produit des données et d'autres applications qui les consomment. Pourquoi? Parce qu'une application d'habitude va produire des données, elle va utiliser des données, elle va par exemple produire des événements, et c'est très probable que ces événements ou ces données-là soient intéressantes pour d'autres applications. Et donc, c'est généralement juste une question de temps, quand vous commencez à utiliser Apache Kafka, avant que plusieurs applications consomment les données et que vous utilisez Kafka comme système de communication entre applications. Et bien sûr, quand vous avez des données qui transitent entre applications, il faut un modèle de données. Par exemple, il faut dire, on va échanger les données au format JSON, et il y aura ces clés-là qui auront ce type-là. Néanmoins, c'est très probable que ces données et que ce modèle de données évoluent au cours du temps. Pourquoi? Parce que vous allez avoir de nouveaux besoins fonctionnels, vous allez améliorer votre application, et les modèles de données évoluent. C'est juste une question de temps avant que vous avez besoin de faire un changement sur ce modèle de données. Et dans ce type d'architecture, c'est très facile qu'un petit changement, par exemple vous changez le type d'un champ, puisse impacter un des consommateurs. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas été notifié de ce changement, s'il n'a pas eu le temps de redéployer son application, par exemple il va dire « je m'attendais
une string ou une date, et maintenant j'ai un timestamp, deserialization exception, cast exception, je ne peux pas lire ce message, je m'arrête. Et d'une manière générale, quand vous avez un cluster et des données partagées, c'est très facile qu'un changement chez les producteurs de données puisse impacter vos consommateurs de données. C'est un scénario très classique, presque tous les projets que j'ai vus ont été impactés par ça. C'est-à-dire qu'un jour, vous essayez de faire une évolution de votre modèle de données, et en fait, vous avez tué 10 ou 20% de vos consommateurs. Et c'est là où un autre composant rentre en jeu, qui est très très important, que la plupart des gens utilisent, c'est le schema registry. Par curiosité, qui est-ce qui utilise ou connaît le schema registry? C'est pas mal, hein, vous êtes pas mal, hein, vous ne m'attendez pas à ça pour être honnête. Donc le schema registry, c'est vraiment un système, un registre de modèles de données qui va définir le contenu de chaque topic, mais encore plus important, il va définir comment faire évoluer ce modèle de données. C'est-à-dire que vous allez définir votre compatibility, qui peut être backward, forward, full ou transiente, qui va définir comment il est possible de faire évoluer ce type de données. Et en fait, c'est vraiment une sorte de contrat, un contrat qui est signé entre vos producteurs et vos consommateurs et qui définit le contenu de vos topics. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à avoir dans chaque topic? Et l'avantage, c'est que si un producteur essaie de faire un changement qui ne respecte pas ce contrat, il va être refusé, tout simplement. Et d'une manière générale, j'aime bien dire que si vous partagez des données, si vous avez une partition, un topic qui est partagé entre plusieurs applications, le schema registry, ce n'est pas un truc qui est cool, c'est un truc qui est quasiment obligatoire, c'est un moyen de se protéger contre les futurs changements. Donc le schema registry, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. Si vous ne l'utilisez pas et que vous êtes dans ce genre de situation, il faut considérer, pour être honnête. Et quand on parle de clusters partagés, juste pour information, Kafka supporte des quotas. Les quotas, c'est cool. Faut les utiliser. Pourquoi? Parce que vous allez avoir votre cluster qui est utilisé par plusieurs applications. Ces applications vont avoir des comportements différents. Et c'est très facile, si vous n'avez pas de quota, qu'une application consomme toutes les ressources du cluster. Parce qu'elle a un bug, parce qu'elle a un pic d'activité ou autre. Donc c'est très facile qu'une application impacte les performances d'autres applications. Les quotas, c'est un moyen simple de faire un peu de quality of service et de permettre de l'isolation entre applications dans votre cluster partagé. Donc les quotas, c'est cool, sachez que ça existe, et quand vous êtes dans un cluster partagé, généralement, vous les voulez, pour être honnête. Et donc là, on a surtout parlé de problèmes de développeurs, d'architecture, mais les ops, ils ont plein de problèmes aussi, les ops. Et le plus gros problème que je vois, généralement, c'est juste que la plupart du temps, quand ils développent, quand ils installent l'environnement de prod, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'ils ont pris 10 pintes de bière, puis après ils installent l'environnement de prod. Donc il n'est pas très bien installé, pour être honnête. Faites pas ça. Et ça, c'est votre équipe DevOps à propos. Très probable, accurate, 100% vrai. Mais de manière générale, le problème le plus commun que je vois tous les jours, c'est juste des problèmes de configuration. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs par défaut de Apache Kafka sont très bien pour un certain cas, pour les environnements de développement ou de test, mais pour un environnement de production, il y a d'autres configurations à faire. Et il y a juste deux articles à lire. Ça s'appelle Running Apache Kafka in Productions, Running Apache Zookeeper in Production, qui sont disponibles donc, sur le site web de Confluent, et tout est marqué ici. Donc toutes les pratiques et comment déployer votre environnement Kafka et Zookeeper en production, c'est ce que vous devez lire. Mais malheureusement, dans la vraie vie, du moins les gens qui ne viennent pas aux conférences, la plupart des gens soit ne sont pas au courant de ces articles, soit ils n'ont pas le temps ou ne prennent pas le temps de les lire. Et il y a deux erreurs mortelles qui vont probablement vous tuer si vous ne l'avez pas détecté avant. La première erreur qui est très mortelle, c'est d'oublier d'augmenter le nombre maximum de fichiers qu'un process peut ouvrir. À savoir que Linux, par défaut, a cette limite qui est généralement de 4000, c'est-à-dire qu'un process ne peut pas ouvrir plus de 4000 fichiers. Et en fait, Kafka, ça crée beaucoup de fichiers. Et donc, c'est un scénario assez courant de voir des gens qui vont en prod, qui installent Kafka, et les premières semaines, ça marche très bien, parce que les premières semaines, vous n'avez pas atteint cette limite, mais tous les jours et toutes les semaines, ce nombre augmente, et après quelques semaines ou quelques mois de production, vous atteignez cette limite des 4000, et là, la réplication, ça, vous n'êtes pas, parce que cette limite est en fait atteinte sur tous vos brokers. Donc après quelques semaines ou mois de production, tout votre environnement s'arrête, et vous avez un outage, parce que vous avez oublié de monter ces valeurs. Donc normalement, on recommande 100 000, c'est marqué dans la documentation, beaucoup de gens l'oublient.
Heureusement pour nous, beaucoup de gens s'en aperçoivent de ce problème dans les environnements de test. Donc, mais pas tout le monde, malheureusement. Autre problème très classique, c'est juste d'oublier de configurer la JVM. La JVM, quand vous déployez Kafka, du moins quand vous l'installez avec les Tarball ou avec les RPM, est optimisée pour un environnement de dev ou de testing. Pour un environnement de production, d'habitude, il faut un peu augmenter la mémoire. Les valeurs par défaut, c'est une heap size de 1 giga. Ce n'est pas réellement optimisé ou suffisant pour un environnement de production. Donc on recommande plutôt 6 gigas, surtout si vous avez du TLS, d'activer. N'oubliez pas de l'augmenter, sinon ça peut impacter vos performances. Et les autres problèmes de configuration très classiques que je vois, c'est de ne pas utiliser la sécurité. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que Kafka, en réalité, ça store des données. C'est un peu comme une base de données. Ça a vraiment des données, c'est ça que ça sauvegarde. Et donc, si vous n'avez pas, ou si vous ne sécurisez pas ce cluster, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être liés. Donc, j'aime bien dire, il faut utiliser les mêmes politiques de sécurité dans Kafka que votre base de données. La sécurité, c'est relou, je sais, mais c'est important. Donc, encore une fois, la sécurité en Kafka, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il faut juste lire la documentation. Autre problème très courant, niveau Ops, c'est de pas penser, ou du moins pas provisionner suffisamment de ressources pour Zookeeper. Un de mes collègues aime bien dire que Zookeeper, c'est un peu comme sa grand-mère. Il faut la mettre au coin du feu, lui donner des jolis SSD, parce qu'elle ne fait pas grand-chose, mais le jour où elle travaille, elle fait des choses très importantes. Et c'est vrai, Zookeeper, quand tout va bien, il ne fait rien. Mais le jour où vous perdez une machine, le jour où vous avez des problèmes, Zookeeper va être sollicité. Donc Zookeeper, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut mettre n'importe où, c'est quelque chose qu'il faut être très prudent. Il faut penser à Zookeeper, il faut faire un vrai sizing pour Zookeeper. Autre problème très classique, oubliez de penser à l'ordering. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est un sujet que je pourrais parler pour facilement 45 minutes, 1 heure. Mais le problème numéro 1, le problème que je vois le plus fréquemment chez les clients et qui me rend fou, c'est l'absence de monitoring. Tiens, par curiosité, qui est-ce qui monitore Apache Kafka ici? Pas mal. Bon, une minorité, et la plupart des gens, je les vois, ils sont un peu genre moyen, donc j'imagine que c'est pas top. Juste le monitoring, c'est critique. Apache Kafka, c'est pas quelque chose de simple, c'est un vrai cluster qui a plusieurs composants qui tournent en parallèle. Si vous n'avez pas de monitoring, en fait, tout ça, c'est une boîte noire. Vous n'avez aucune idée si les performances sont correctes, vous n'avez aucune idée si ça marche de manière adéquate, et vous n'avez aucune idée s'il n'y a pas un petit problème qui va se passer, qui peut créer un outage par la suite. Donc c'est vraiment une boîte noire, et vous traitez cette boîte noire de manière totalement aveugle. C'est-à-dire que le jour où vous avez des problèmes, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qui se passe, pour la simple raison, c'est que vous n'avez pas les données. Vous savez vraiment pas ce qui s'est passé. Donc probablement, quand vous allez essayer de trouver une solution à vos problèmes, cette solution-là, ou cette analyse du problème, elle ne va pas du tout être correcte. Donc le plus important, c'est monitorer Kafka. La manière de le faire, c'est de récupérer les données de JMX, à la fois au niveau client et au niveau broker. JMX, c'est un standard Java. Tout système de monitoring, même les plus anciens, supportent JMX. Donc si vous utilisez Datadog, si vous utilisez HPOMI, Dynatrace, ils ont tous un système de gestion de données JMX. Et avec ces données-là, n'oubliez pas de faire des dashboards, de créer des alertes et de les exposer bien sûr aux ops et aux devs. Et encore une fois, tout est dans la documentation. Donc on a un article sur le monitoring, toutes les données JMX sont renseignées, toutes les données importantes de JMX à créer des alertes sont mentionnées. Lisez ça, c'est important. Et Confluent propose également un autre outil qui s'appelle Confluent Control Center, qui est un outil de monitoring, mais cet outil, Confluent Control Center, est en fait complémentaire aux données JMX. Donc cet outil ne vous permet pas de ne pas monitorer, c'est juste un outil complémentaire qui permet d'avoir encore une meilleure visibilité sur votre cluster. Donc, on a parlé de pas mal de problèmes. Assez rapidement, parce qu'en 45 minutes, il n'y avait pas énormément de temps, on a parlé des problèmes de durabilité, de configuration, d'architecture, de développement. Mais ce que j'aime bien dire, et si vous devez vous rappeler une chose, c'est juste que Apache Kafka, c'est juste comme n'importe quel système de gestion de données. Et il est critique de comprendre Apache Kafka avant d'aller en production avec lui. C'est-à-dire, faites des tutos en ligne, regardez des conférences, faites des formations, juste prenez le temps d'apprendre Apache Kafka proprement. Et bien sûr, il faut configurer vos clusters, vos clients proprement, il faut comprendre les implications. Encore une fois, c'est juste lisez la doc, mais il faut le faire. Et d'une manière générale, il faut juste suivre les best practices d'ingénierie, monitorer, tester, comprenez, pas de surprise. Sachez qu'il y a un white paper qui est génial, qui s'appelle Optimizing Your Apache Kafka Deployment. Tout est là. Donc tout est là sur comment bien développer,
comment bien configurer, comment bien installer votre cluster. Donc c'est un peu cette présentation, mais avec beaucoup plus d'informations. Je vous invite fortement à lire ce white paper, surtout si vous partez en production. Et si tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça vous fait peur, ce n'est pas le but, c'est des choses que vous devez vraiment faire, mais des fois, on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps. C'est à ce moment-là où les services cloud sont excellents. Pourquoi? Parce que si vous faites du Kafka de service, par exemple Confluent Cloud propose du Kafka service, ça ne va pas enlever toute la complexité, mais au moins toute la partie Ops, toute la partie déploiement va être gérée par nous et nos outils, et ça va vous permettre de vous concentrer seulement sur la partie développement. Donc si vous n'avez pas le temps de déployer votre cluster proprement, utilisez un Kafka as a service, ça va juste vous simplifier la vie et réduire le nombre de problèmes. Un Kafka as a service est bien mieux qu'un cluster déployé à l'arrache. Et c'est tout ce que j'ai dit vous paraît totalement logique, très simple et totalement naturel. Sachez qu'on recrute, donc n'hésitez pas à postuler, on cherche toujours des gens très compétents, et ça me ferait très plaisir d'agrandir l'équipe. Juste, j'ai parlé beaucoup de choses très rapidement. Si vous voulez plus d'informations, les white papers, la documentation, à la fois Kafka et Confluent, c'est les meilleures ressources. Et également, il y a Kafka Summit qui arrive en mai et qui s'est passé plusieurs fois dans le passé. Il y a souvent de super conférences. Kafka Summit, c'est une super source d'information pour les talks vraiment orientés sur Apache Kafka. Donc j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, que ça a été utile pour vous. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais est-ce qu'on a le temps pour les questions? On a 5 minutes de questions, à peu près. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des points que vous voulez qu'on parle un peu plus en détail? Merci pour le talk, déjà, c'est très intéressant. À un moment donné, on parlait de tuning de la JVM, oui. Et que notamment la partie heap size était 1 giga par défaut, et que ce n'était pas forcément intéressant pour un déploiement en prod. Et du coup, on voudrait l'augmenter, donc le maximum possible, on peut se dire. Mais alors que, dans un autre côté, tu nous as dit à un moment donné que ça écrivait sur le cache file system lorsqu'on écrit directement sur Kafka. Du coup, est-ce qu'il y a une sorte de préco sur le... où placer le curseur entre garder assez de mémoire pour le cache file system et allouer assez de mémoire pour la JVM. Donc tout ça c'est mentionné dans l'article qui s'appelle Running Apache Kafka in Productions. En fait, la valeur qu'on recommande par défaut c'est 6 Go. À savoir, c'est qu'en fait dans Apache Kafka, on a une optimisation qui s'appelle le zero copy, qui permet aux données de ne pas rentrer dans la JVM. Donc c'est un truc qui est fondamental pour avoir de bonnes performances. Mais le problème, c'est dès que vous activez certaines features, notamment la compression au niveau broker ou le TLS, qui sont des features très fréquemment utilisées, les données doivent rentrer dans la JVM. Donc c'est pour ça que je dis que dès que vous utilisez TLS, il faut augmenter la JVM. La valeur qu'on recommande pour un environnement de taille moyenne, c'est 6 Go. Que si votre JVM est trop grosse, il y a d'autres problèmes, notamment que les garbage collection prennent trop de temps. Donc normalement, on met le curseur à 6 Go. Et c'est mentionné dans les articles que j'ai mentionnés. Fait sens? Ok. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. En fait, moi, j'aurais voulu savoir un petit peu plus sur le Kafka Confluent as a Service dans le cloud. Du coup, ça existe uniquement sur Confluent Cloud ou c'est déployé aussi sur Google, AWS, Azure, etc. etc. Alors en fait, Confluent Cloud, nous, on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de hardware. Donc on s'appuie sur les... On s'appuie sur les cloud providers classiques. Donc quand vous utilisez Confluent Cloud, tu déploies en fait sur AWS, Azure ou GCP. Et en fait, Azure va être GA l'année prochaine. Donc aujourd'hui, tu choisis juste entre GCP et AWS et tu choisis les régions que tu as envie de déployer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Attends, je te laisse courir. Petite question sur les dead letter queues. Parce que quelque part, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si on pose dans les dead letter queues et qu'on a des problèmes de pause, surtout si on utilise le même cluster qui est un peu en vrac, jusqu'où on pousse la résilience? Est-ce qu'il y a des patterns autour de ça? J'ai vraiment dégommé le micro, donc je suis désolé. Pour revenir sur ta question du dead letter queue, effectivement, si le cluster Kafka est mort, tu ne pourras pas écrire dedans. Il n'y a pas de surprise. Pour être honnête, le principe de dead letter queue est surtout utilisé pas quand le cluster est mort, mais plutôt quand la consommation a échoué. Ça veut dire que vous attendez à pouvoir traiter ce message-là, et en fait, ce message, il n'est pas valide. Quand le cluster est mort, d'habitude, il y a d'autres stratégies de gestion d'erreurs. Le plus commun, c'est de réessayer de manière indéfinie jusqu'à ce temps que le message soit là. Autre stratégie qui est assez commun, c'est de notifier qu'il y a un problème,
mais généralement, quand Cluster Kafka est mort, le seul moyen de notifier, c'est dans un fichier de log. Donc c'est les deux patterns que je vois, soit bloquer l'application, réessayer indéfiniment, ou soit juste écrire dans le fichier de log, voire même arrêter l'application en disant je ne peux pas fonctionner comme ça, j'ai attendu 10 minutes et le cluster n'est pas revenu en vie. Mais il n'y a pas de solution miracle, comme une fois, et effectivement la dead letter queue c'est utile, mais ça ne va pas vous aider, ou du moins c'est une mauvaise gestion d'erreur si le cluster est mort, parce que si le cluster est mort, probablement vous n'allez pas pouvoir écrire dans la dead letter queue également. Mais ça s'applique pour n'importe quel système de données, si vous voulez notifier quelqu'un, il faut bien que ça soit en vie quelque part. Ça répond à tes questions? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez parler? Non? Ah ouais. Dernier point rapide, du coup, c'était juste par rapport au schema registry. Tu disais que si on a défini bien l'interface et la compatibilité, il nous empêchait de mettre des données qui ne correspondaient pas. Et ce, en utilisant n'importe quel sérialiseur, désérialiseur, ou il faut obligatoirement utiliser celui de Confluent? En fait, pour une raison qui est technique, et c'est un choix, c'est pas juste quelque chose qu'on subit, toute la logique de sérialisation, désérialisation et de validation, elle n'est pas faite au niveau central, au niveau cluster, elle est faite au niveau client. Et par défaut, le schema registry, ça marche avec les serializers et le deserializer associés au schema registry. Donc ça veut dire que oui, il faut absolument utiliser le serializer et le deserializer Avro, le schema registry, pour utiliser ces processus de validation. Et c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la logique Kafka. C'est en fait, on sait que ce point central, la Kafka, c'est le point où il y a le plus de complexité. C'est le point qui est le plus stateful, c'est le point qui gère les données, et c'est là où on a beaucoup de problèmes. On sait que ça a mal scalé. Donc nous, notre logique à Confluent et dans Apache Kafka, c'est de prendre cette brique centrale, mais de la rendre la plus simple possible. Et dès qu'on a un peu de complexité, un peu de logique, on préfère implémenter cette logique chez les clients plutôt qu'au point de vue central, juste parce que les clients, c'est facile à scaler, c'est facile à développer, ce qui n'est pas le cas de ce point de vue central. Donc Kafka, pour lui, c'est vraiment des bytes en entrée, des bytes en sortie, et il est totalement agnostique en fait de la notion de schema. Donc oui, il faut absolument utiliser les serializers et des serializers Avro, spécifiques Avro. Voilà. Un petit dernier point, avant de partir manger. Vous avez faim? Ok, non. Donc vous avez faim. Merci beaucoup pour votre temps et bonne journée alors.